comme nous connaissons, sur le fondement de l'article 126 du statut de Rome, comment le traité entre en vigueur, il fallait 60 ratifications, etc. Il fallait, ou il faut d'ailleurs, que nous revenions dans le cadre du droit national interne, déterminer ou présenter comment un traité ou accords internationaux entrent en vigueur dans notre pays, dans notre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution de 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit que, une fois que le traité est signé, ratifié et publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. Donc c'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil, en son article 9, et qui a défini, qui a posé la hiérarchie des normes jusqu'à arriver à la décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et le législateur de 2019, en adoptant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit la hiérarchie des normes. Et quand on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en haut, alors, pour le citoyen ordinaire, des lois ordinaires. Donc, le statut de Rome est au-dessus du code pénal, quel que soit le code. Donc, la question d'entrer en vigueur, elle est réglée. Ce qui fait que les constitutions qui se sont suivies, qui ont été adoptées, la constitution de 2010, de 2020, ont adopté la même position. La même position. Mais ce n'est pas ça que j'ai visé. Mais il faut rappeler, c'est l'histoire de notre droit. Et récemment, avec la charte de la transition, nous sommes dans la transition, du 27 septembre 2021, c'est encore la même position. Vous savez, quand il y a coup d'État, comme nous l'avons connu toujours, souhaitons que ça s'arrête maintenant. Les militaires, il y a des textes qu'ils ne touchent pas, ils n'ont jamais touché au code civil. Ils n'ont jamais touché au code pénal, ils suspendent la Constitution. Mais nous, nous vivons. Le CMRN a suspendu la Constitution pendant 7 ans, mais nous avons vécu, on a travaillé. Donc les lois de fond ordinaires, communs, demeurent et restent, sont applicables. Mais quand même, dans le cadre du droit international, la charte qui commande tous les traités, c'est la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui définit comment les traités entrent en vigueur. En son article 110, alinéa 3. En son article 110, alinéa 3. En le lisant, ça devient redondant. Également, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986
en son article 63, alinéa 3, c'est la même position. Et même en matière commerciale, le traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique du 13 octobre 1983, en son article 52, alinéa 2. Là, je vais lire, il n'est pas long. Citation. Le présent traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. L'OHADA, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, c'est ça le fondement de la ratification. Au côté, l'article 9 du Code civil. Donc voilà, Monsieur le Président, expliquer de l'adoption à l'entrée en vigueur. On répliquera, on le sait, en disant, ce n'était pas internalisé, ce n'était pas inséré dans le code pénal. Nous allons l'entendre, je le sais, c'est pourquoi il faut répliquer avant. Alors, quelle est la base légale? Le texte de loi, ça peut être loi ordinaire, un décret, qui dit que il faut que le texte soit inséré dans le droit national pour qu'il soit applicable. Jusqu'à présent, je cherche. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'apprendre. À mon entendement, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de traités et accords internationaux qui sont entrés en vigueur en Guinée sans qu'on insère dans le droit national. Alors, dans quel texte national on a inséré le cas des réfugiés? Dans quel texte? Moi, je ne connais pas. Nous avons reçu des réfugiés libériens, léonais ici. Ils étaient pleins à la belle vie au rond-point. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pour dire internalisation, insertion. Ça, je mets ça entre guillemets. Parce qu'ici, c'est le droit positif. Il faut utiliser le droit. À défaut, on est dans le néant et nous ne devons pas être dans le néant avec ces crimes aussi graves. Nous ne devons pas être dans ça avec leur liberté aussi. On ne doit pas jouer, moi personnellement. Voilà la question d'entrée en vigueur du traité. Maintenant, la question qui suit, c'est du bien fondé de la requalification de crime ordinaire en crime contre l'humanité. Je voudrais ici expliquer comment le tribunal, s'il souhaite requalifier, moi, à mon avis, c'est des moyens de droit, voire des moyens de fait, qui permettent au tribunal de requalifier ça de crime ordinaire en crime contre l'humanité. Dans l'histoire, ou pour l'histoire du droit, on a parlé de crime contre l'humanité avec le tribunal de
c'est le tribunal, lorsqu'on a créé le tribunal de Nuremberg et de Tokyo, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts. Même des Guinéens, des Sénégalais et autres, beaucoup d'Africains sont morts dans ça. Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Des gens pensent qu'il n'y avait que des Sénégalais, non, il y avait des Guinéens, des Burkinabés, etc. L'Afrique noire était là-bas. C'est pourquoi ça fait très mal, ça me choque quand je vois les enfants, mes enfants, nos enfants se noyer dans la Méditerranée. On a sauvé ces gens-là. Cas de grâce. Bien. Lorsque nous prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. Ça, c'était au temps de Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPY, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc., et autres. Il y a tellement de décisions en la matière. Toujours la même position a été maintenue. On n'est plus régi par ces textes de Nuremberg. On n'est plus régi par le TPY, Yougoslavie, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régis par le statut de Rome du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en son article 7, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est long. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français là, il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans il est long, ce qu'il faut dire, c'est que les crimes ordinaires là, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est le meurtre. Il énumère le législateur international. Etc., viol, etc., déportation, disparition, etc. Parce que le public, ou le non-informé, pardon, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que des crimes de meurtre. Ce sont les crimes de meurtre, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut, comment faire la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité? C'est tout, c'est la question là qu'il faut régler. Moi, je pense, et se règle de la façon suivante. 1. C'est la manière de commettre le crime et
les personnes victimes et les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis le 28 septembre, chaque jour on tue les gens, on viole même des bébés. On assassine, on torture. Mais on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout. Bien. Maintenant, il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Là, j'ai tout simplement suivi l'ordre d'intervention des accusés. Ce n'est pas une discrimination. Je dis bien, j'ai suivi l'ordre d'intervention des accusés. Sauf erreur. On a commencé avec le colonel. Si je heurte votre grade, vous m'en excusez. Je peux oublier. Nous avons commencé, le tribunal a commencé à interroger au fond ici, publiquement, par le colonel Moussa Thieboro Camara. Avec lui, a rappelé que le colonel a été entendu devant le pool des juges d'instruction le 30 avril 2011, suivant procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais il a été entendu aussi en audience publique. C'est un secret de polichinelle. Entendu à l'audience publique du 10 octobre 2022, du 12 octobre 2022, etc. Mais on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur les faits. Ce qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses éléments. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi? Je tire l'une des preuves dans les déclarations de l'ex-chef de l'État, capitaine Moussa Daïri Camara, qui a dit ou déclaré, affirmé, soutenu, qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie Manizé, je n'en reviens pas. Je veux des éléments clés pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ses co-accusés, à qui je respecte tous d'ailleurs, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre.
Alors, pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi? Oui. Monsieur le colonel et le commandant Toumba, ils s'abritent derrière quoi? Ils s'abritent derrière quoi? Je vous aime, je vous respecte. Ils s'abritent sur quoi? On était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. J'ai reçu Abdou Diouf là-bas, je connais le stade. Bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas arrêté le massacre? Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, alibi, on est venu sauver les leaders. Mais il y a un grand homme qui est passé par là, à qui vraiment je l'admire, M. François Luseni Fall. Il dit en français, il nous a sauvés, il n'était pas venu nous sauver. Vous voyez, il a très bien dit, c'est du français, pour celui qui comprend. Donc, moi je dis, en tant qu'être humain, en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme depuis 1995, une vie est égale à une vie. La vie du commandant Toumba est égale à ma vie. La vie du général Mamadi Doumbouya est égale à ma vie, etc., etc. C'est cela, là. Pour moi, hein. Donc, il fallait arrêter le massacre. Donc, cela ne tient pas. Je ne dirais pas. Monsieur Ansoumane Camara dit Bafoué. Il a témoigné ici. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement. Il dit, c'est lorsque le commandant Toumba et ses éléments, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments, sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Moi, il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police qui déclare ici, c'est lorsque le commandant Toumba, un grand taekwondoman, et ses éléments sont entrés dans le stade et le colonel a commencé. Le reste, tout le monde le connaît. Donc, voilà pour le colonel. Et que ça a été préparé. Il savait, en allant avec des armes de guerre, en face des populations, une population des femmes et des jeunes, des vieux, non armés. Qu'en ouvrant le feu, c'est la mort. L'intention criminelle, est là. L'intention de faire du mal est là. Les viols, je ne parlerai pas de ça. On connaît. Donc, voilà pour le colonel. Le deuxième qui est venu à la barre ici, je suis leur chronologie d'intervention, c'est M. Marcel Guilabogui. Je ne vais même pas retarder ici. M. Marcel, qui a été entendu sous commission rogatoire en 2010, le 26 mai, qui a été entendu le 3 novembre devant le pool des juges d'instruction, et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022, et aussi en juillet 2023, à date 10, 11, 12, 17, 18 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour M. Marcel Guilabogui? Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a 2 éléments seulement. Lors de la première audience,
j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout qu'il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu! C'est ça. Monsieur Marcel, ça suffit. Mais, je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, Monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade. Ça suffit. Mais M. Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Eh bon Dieu. Je souhaite que vous ayez des circonstances atténuantes. Mais, ça c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclare, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo. Déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2023. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec, tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba, l'ancien chef d'État, Moussa Kéboro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kaléa, c'est un accusé qui nous dit, ils étaient venus. Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 30 escaliers. Que les jeunes de Kaléa sont venus du 25 au 26 septembre 2009, lors d'intervention. C'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président, rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansoumane Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade, avec ces éléments, que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 17 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation, qu'est-ce qu'il déclare, Monsieur Toumba? Il dit, l'armée c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kaléa ouvrent le feu vers 11 heures dans un stade où il y a beaucoup de gens,
Ça, c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour Monsieur C.C. Raphaël Haba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, hein, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Donc, pour C.C. Raphaël Haba, étant avec un commandant, avec des bérets ou des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël Haba est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après, il y a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Ablaye Cherif Diaby. Mais, 2 éléments de preuve contre, excusez-moi si je heurte votre grade, je pense que vous êtes colonel Ablaye Cherif Diaby. Il y a 2 éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait comme geste physique et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé Monsieur le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. Monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. Ce n'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahima Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pivy. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe, il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc.,
c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité, crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, par défaut. Mais lui, c'est par contumace. Heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, mes confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord le fait d'envoyer, de recruter la milice de Kaléa. C'était sous son autorité, Monsieur le Président. Et la milice, les éléments de Kaléa sont intervenus au stade avec des machettes, des coupes, des haches, des bâtons, des gourdins. Il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadou Doumbouya qui nous dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kaléa pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires. Avant d'aller, je rappelle aussi, à l'audience du 19 décembre 2022, le capitaine a déclaré ceci. À ma connaissance, il y a eu des tirs au stade parce qu'il y a eu des morts. Ça, c'est du capitaine. Hein? J'ai noté, ça, ce sont mes notes d'audience. Il dit, il y a eu des tirs au stade. C'est le fait des militaires. Mais écoute, comment les militaires? C'est d'abord le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État dit au ministre de la Défense, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Si celui-ci dit au chef d'état-major, ne fais pas ça, il ne le fera pas. Ainsi de suite. Selon l'échelon, la hiérarchie. C'est ça sa responsabilité. Et l'article qui l'intéresse, pour qu'il soit lié, je vais le rappeler un peu plus devant. Et il a même dit, insisté à l'audience du 21 décembre 2022, il n'a rien à cacher. Ce sont les militaires qui sont partis au stade. Ça, c'est à l'audience du 21 décembre 2022. Alors, si ce sont les militaires qui sont partis au stade, c'est avec des véhicules. Si c'est eux qui sont partis au stade, c'est d'ailleurs, il n'y a pas le conditionnel. Ils se sont préparés, on a planifié. On sait qu'en allant au stade avec des militaires, avec des armes létales, si on ouvre le feu, c'est la mort et il y a eu la mort. C'est le fait de l'armée. Qui a été tué? C'est la population civile. L'attaque a été systématique et généralisée avec des centaines de morts, etc., etc. Donc voilà pour le 10e, c'est le colonel
Blaise Goumou, qui a été entendu, devant le pool des juges le 2 mars 2015. Il a été entendu là. Il dit, à la page 2, je précise que notre service n'était pas là pour assurer le maintien d'ordre. Alors, si vous n'étiez pas chargé en ce moment, en 2009, du maintien d'ordre au stade, pourquoi vous êtes parti là-bas? Nous connaissons la loi qui régit le maintien a défini. Quand est-ce que l'armée doit intervenir? C'est par grade. Police, gendarmerie, après armée, après état de siège, etc. Mais le fait pour lui d'aller au stade, il n'est pas chargé du maintien d'ordre, mais ce n'était pas pour caresser les manifestants. Ce n'était pas pour sauver les manifestants. C'était pour faire du mal. Nous connaissons ce qui s'est passé. Il dit, je dois souligner que je n'avais aucun intérêt à participer à un quelconque maintien d'ordre. Pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi il est là-bas, Monsieur le Président? Donc, vu tous ces aspects, le colonel, ça c'était devant le pôle. À la barre ici, qu'est-ce qu'il a dit? Le maintien d'ordre ne fait pas partie de mes attributions. Vous l'avez dit ici, le 25 janvier 2023. Il dit aussi, plus grave, que nous étions dans 3 pick-up. Et dans chaque pick-up, il y avait 6 éléments. 6 fois 3, c'est 18. 18 éléments avec des armes. Ce n'était pas pour caresser. C'était pour tuer et tomber sur nos mamans, nos tantes, nos femmes, nos sœurs. C'est ce qu'ils ont fait. C'est déplorable, c'est regrettable. Et je prie Dieu que cela ne revienne pas en Guinée. Il a même dit, on est passé vers l'Andrea, etc., 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 arrivé au camp Al-Faya vers 13h. Je termine, pour chaque accusé, je termine avec M. Paul Mansa Guilavogui. Parce que c'est 11 accusés, j'ai suivi lors d'intervention. M. Paul, pour lui, au camp Koudlara, comme il a assuré la sentinelle, il n'a commis aucune infraction. Mais la sentinelle est très importante. Vous savez, souvent en matière de guerre, c'est la sentinelle qu'on tue d'abord. Nous voyons dans le cinéma. Dès qu'on voit la sentinelle, on l'élimine ou on ferme sa bouche, on entre. Donc, il s'occupait de quoi? Surveiller les entrées et les sorties, surtout les entrées, pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes. Ce n'est même pas un complice de ces crimes, de ces tortures et crimes contre l'humanité, en rappelant que les tortures sont prévues aussi au niveau de l'article 7 du statut de Rome. C'est-à-dire que c'est un élément des crimes contre l'humanité et aussi à préciser, un seul élément suffit. C'est-à-dire que les viols seulement suffisent pour dire qu'il y a crime contre l'humanité. Et il y a eu viol. Il y a une femme qui est venue ici en audience publique. Je ne la nomme pas. Elle dit, moi je parle devant tout le monde. J'ai été violée. Et donc, Kankundara, je rappelle ce qu'il faisait là-bas. On disait aux jeunes, donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte. Vous allez manger. Ça s'est passé là-bas. Je ne voulais pas dire ça ici, mais ça s'est passé. Mais ce n'est pas tellement ça. Ça ne heurte pas les mœurs et l'unité nationale. Il a même dit qu'il était au camp Koundara.
à l'audience du 7 février 2023, comme complément d'effectif. Et il dit, j'assurais la sentinelle. Peu importe. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas dans l'armée, même si vous étiez venu de Sigiri ou de Maniana ou de Dabola ou de la Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver là-bas, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas la nationalité qui importe en matière pénale. En matière pénale, c'est la personne. Il est clairement dit, au niveau de l'article 9 du Code civil 83 et 2019, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national. En d'autres termes, si un Chinois viole le fer rouge à Kouléondi, le policier arrête son véhicule. Si un Guinéen, la même chose. Donc, peu importe la nationalité, M. Guilavogui, voilà. Bon, voilà pour les accusés. Maintenant, il faut revenir sur des questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils. Il y a également des témoins qui sont venus ici, que nous avons suivis. C'est comme M. Mamadi Souaoro, le 16 janvier 2024. Il a dit ce qu'il a subi au 32 escalier. Il s'est fait mort. Mais on a torturé. On a torturé les gens. Et c'est ce monsieur-là qui a dit ceci ce jour devant le tribunal. Le 24 et 25 septembre 2009, les gens de Kalia sont venus à Conakry. Ça, c'est beaucoup. Pour le cas des disparus, Monsieur le Président, le professeur Hassan Ba nous a dit ici, officiellement, qu'il y a une fosse au cimetière de Cameroun, environ peut-être 25 corps, peut-être au-delà. Ça a été découpé et jeté là-bas. C'est extrêmement grave. Le cas des disparus, c'est en partie réglé. Il y a eu Dr Siké, qui nous a parlé près de 800 blessés, etc. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites et devant les juges d'instruction et devant la juridiction de jugement, nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous, les 11 renvoyés, ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2019. Bien. Cela étant dit, il faut démontrer maintenant l'existence de la base légale des crimes contre l'humanité. Nous revenons sur le droit maintenant encore. Bien. Il a été invoqué par la défense, ici, le principe ni l'un crimen sine lege, ni la pena sine lege. Ils ont soutenu ce principe. Mais ce principe n'est pas opportun ici. Ce principe n'est pas applicable. Au vu de quoi, Monsieur le Président? Au vu de l'article 11 du statut de Rome, qui n'est pas long, permettez-moi de le lire. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, que mes confrères savent déjà, mais je respecte leur rôle. J'étais là-bas, j'allais faire aussi plus que ça peut-être. Mais, ici, ce sont les principes. L'article 11 du statut dit les crimes commis avant
Je ne suis pas compétent. La Cour n'est pas compétente. Et si la Cour n'est pas compétente, à contrario, la Cour est compétente, ainsi que les juridictions nationales, comme sont en train de la faire, la Guinée est en train de le faire avec fierté, avec cette jeunesse. Les crimes du 28 septembre ont été commis après 2003. Même si c'était commis en 2003, 2 jours après, parce qu'il y a question de jours francs, c'est fini. Ces faits-là, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, comme c'est des crimes contre l'humanité, et comme prévoit le préambule en son point 10 et l'article 1, la Cour, elle est complémentaire de votre juridiction. Vous avez la priorité de juger ces crimes contre l'humanité. La Cour doit attendre. Elle doit attendre, et d'ailleurs elle va attendre. Nous allons juger entre nous, Guinéens. On est capable, si nous voulons, nous pouvons. Quand on a voulu l'indépendance, on l'a eu. Si nous voulons le développement, nous l'aurons. Donc, en termes de complémentarité, le préambule en son point 10, il faut rappeler que le préambule, c'est une partie intégrante du statut. C'est comme la Constitution. C'est le soubassement. Tout texte, il y a des visas, vu la conduite. Donc le préambule est fondamental. En son point 10, dans le préambule, il dit, soulignant que la Cour pénale internationale, dont le présent statut porte création, est complémentaire des juridictions pénales nationales. C'est que vous, je le dis, j'assume, vous, brillants magistrats, jeunes magistrats, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et l'article 1 renchérit. Il est créé une Cour pénale internationale. On met entre guillemets la Cour en tant qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves et à une portée internationale au sens du présent statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Donc la Cour pénale n'a rien à voir ici. Mais pour prouver que ce sont des crimes contre l'humanité, encore davantage, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, depuis le 14 octobre 2009, le bureau du procureur a effectué plus de 20 missions en Guinée. Et la dernière, c'est en mars 2024, c'est récent. Pourquoi le bureau du procureur vient en Guinée? Pourquoi le procureur Khan est venu ouvrir le procès, venu assister à l'ouverture du procès? Pourquoi? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi il ne vient pas ouvrir les procès criminels qui se passent à Koundara, à Kankan et à Dalaba? C'est parce que ce sont des crimes ordinaires, parce qu'ici, ce sont des crimes contre l'humanité. Donc, lui, il est venu ici. Mais la procureure, Mme Fatou Bensouda, est venue ici. En 2011. On s'est entretenu à l'archevêché. Pourquoi elle vient? Pourquoi elle venait? Pourquoi le bureau de procureur vient? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. À rappeler que ce sont des crimes contre l'humanité, c'est parce que la répétition est pédagogique. Le commandant Toumba et le capitaine Dadis ont été inculpés sur la base du statut de Rome. 28. Et que
le capitaine Moussa Dadis Kamara, le commandant Toumba, le colonel Thieboro et tant d'autres, ils sont là parce qu'ils sont chefs hiérarchiques militaires. Et là, l'article 28 est long, je ne le lis pas. Aussi, pour justifier que ce sont des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. Quand il y a eu les massacres, il y a une commission internationale qui a été créée, qui a fait des enquêtes. Dans l'une de ses conclusions, il est clairement mentionné à la page 2, que les événements du 28 septembre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, c'est pour vous justifier, pour que ces faits-là soient requalifiés. Le réquisitoire du 8 février 2010 de monsieur le procureur général, monsieur Mastrazi Fofana, que son âme repose en paix, a visé le rapport international d'enquête des Nations Unies, mais aussi il a visé le rapport national. C'est pour vous dire que c'est des crimes aussi graves. Pourquoi on a désigné les 3 juges? Il y a que un comité de pilotage a été mis en place en 2018 pour suivre ce procès. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont je vois le représentant, le Haut Commissariat là, c'est grâce à l'affaire du 28 septembre, ce Haut Commissariat est venu en Guinée. C'est pour suivre le procès. Il y a même un représentant des Nations Unies, M. Ball, qui est dans la salle, qui suit ce procès, qui fait des comptes rendus au niveau des Nations Unies. Pourquoi on le fait? C'est parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Donc la question ou le principe no bis in idem ne s'applique pas ici. Une autre question de droit, parce que ça, ils vont répliquer. Est-ce que la juridiction là est compétente pour requalifier les faits? Je dis oui. Oui. Pourquoi? Les juridictions d'instruction sont distinctes des juridictions de jugement. Ça, c'est un motif. Deuxièmement, les juridictions de jugement ont plus de pouvoir que les juridictions d'instruction. Je vais démontrer. Pourquoi? Mais c'est la juridiction d'instruction qui acquitte. C'est la juridiction de jugement qui acquitte. On est dans ce cas. C'est la juridiction de jugement qui condamne. C'est la juridiction de jugement en matière intellectuelle qui relaxe. Donc le juge d'instruction se limite à quoi? À dire j'estime ça, c'est des infractions. Donc c'est vous qui avez le pouvoir. Ce sont des juridictions séparées. Parce que pour eux, on ne doit pas, la juridiction du jugement de séant ne doit pas revenir requalifier les faits, non. Cette juridiction a plus de pouvoir que les juges d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il peut rendre un non-lieu, on fait appel, etc. Mais le juge d'instruction n'a jamais condamné quelqu'un. Peut décerner un mandat de dépôt, etc. Mais il ne peut pas condamner à une peine, il ne peut pas condamner à une amende, il ne peut pas condamner pour les réparations civiles. Pourquoi? Parce que la loi ne lui a pas conféré ses pouvoirs. C'est pour vous dire que vous êtes bien, bel et bien compétent. Maintenant, la question de rétroactivité, elle se posera. Elle sera soulevée de l'autre côté. Non. Il n'y a pas ce principe-là ici. Pourquoi? Parce que
Le statut de Rome est entré en vigueur avant les événements du 28 septembre 2009. Pourquoi? Le traité, je l'ai dit, c'est un traité complet. Il prévoit tout, les peines. Et les peines, il n'y a pas de peine de mort dans le traité. Donc la requalification est possible et la non-rétroactivité, ici, ce n'est pas possible. Les faits là, c'est le statut de Rome. Monsieur le Président, je vais terminer parce que pour éviter les redites au niveau de notre collectif, des deux collectifs, je voudrais demander deux choses. Premièrement, en ce qui concerne l'action publique, je dis bien en ce qui concerne l'action publique, je vous demande humblement, donc très respectueusement, messieurs les assesseurs, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, de retenir les 11 accusés dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Et les textes de base, le fondement légal, je vais rappeler parce qu'il y a beaucoup à lire concernant les dispositions légales. Maintenant, sur l'action civile. Concernant nos clientes, les femmes qui ont été victimes de tout ce que tout le monde entier connaît. Il ne faut pas rappeler ça. Ça donne l'attention. Ça vous rend hyper tendu. Je ne parlerai pas de ça. Je ne mettrai jamais le couteau dans la plaie. Je suis pour la réconciliation. Donc, nous vous prions aussi, très respectueusement, Monsieur le Président, de recevoir les parties civiles et toutes les parties civiles en leur constitution de partie civile. Nous vous prions de les recevoir, messieurs les assesseurs. Si la constitution est reçue, nous vous prions de déclarer ces constitutions bien et valablement fondées. Monsieur le Président. Et en conséquence, lorsque vous allez déclarer ces constitutions, elles sont nombreuses, recevables et bien fondées, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit sauf erreur ou omission. Condamner solidairement, indéfiniment, les accusés renvoyés devant votre juridiction au paiement des sommes suivantes. Et au compte et au nom des personnes suivantes. Et là, nous avons fait par infraction, par catégorie de souffrance. Par catégorie de souffrance, la première catégorie nous avons pris pour les cas de mort et de disparus. Nous vous prions d'allouer, de condamner, pour que chaque personne, dont je vais citer le nom, ils ne sont pas nombreuses, à 2 milliards de francs guinéens, pour que chaque victime, ce n'est pas pour le mort ou la morte, mais c'est pour les ayants droit, pour que chaque ayant droit ait 2 milliards. Donc pour mort et disparu, il y a Fatimatu Diallo, ou madame, Elhaj Nuhu Bari,
Mamadou Bayloba, Safia Tousso, Mamadou Yaya Diallo, Mahmoudou Bari, Abdurrahman Bari, Kadiatou Bari, Tcherno Hamidou Diallo, Ousmane Diallo. Ça, ce sont les cas de disparus et de morts que nous avons. Pour ces personnes-là, nous vous prions très respectueusement de leur allouer 2 milliards de francs guinéens. Chaque personne. Pour les cas de viol et exaction sexuelle, et tout ce qui est assimilé là, c'est un peu difficile de parler de viol. Ça fait mal. Pour ces cas de viol-là, nous sollicitons très respectueusement que votre auguste tribunal leur accorde pour chaque personne 1 milliard 500 millions de francs guinéens. 1 milliard 500 millions de francs guinéens. Il s'agit de Ami Diop, Maïmouna Sidibé, Mariama Bobo Ba, Fatoumata Bari. Pour ces personnes-là, elles sont 4 à notre niveau, en tout cas. Nous souhaitons quand même. Mais on ne peut pas réparer, c'est pour soulager. Quand on casse un œil de quelqu'un, on ne peut pas réparer, on peut vous donner de l'argent, mais on ne peut pas réparer une vie. Pour les cas de torture, une autre catégorie de souffrance, de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale. Pour les cas de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale, là aussi, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, quand je vous regarde, j'ai envie de pleurer même. 1 milliard 500 millions. Il s'agit de Tcherno Mamadou Diallo, ils sont 2, Tcherno Mamadou Diallo et Mamadou Chérif Bari. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. Les deux cas-là qu'on a, des cas de torture et autres. Maintenant, pour le dernier cas, ce sont les blessés. Les blessés qui ont des jambes amputées, balles dans le corps, fracturées, etc. Parce que on ne peut pas réparer ça. Il s'agit, là on demande 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. Il s'agit de Mamadou Boboba, Elajnou Bari, Alpha Bakar Diallo, Mamadou Balde, Salimatou Bari, Fadima Bari, Mamadou Ba, Moussa Bela Bari, Tcherno Madou So, Mamadou Sayo Diallo, Mamadou Bilali So, Adraman Diallo, Mamadou Aliou Balde, Mahmoudou Balde, Ibrahima Khalil Ba, Moussa So, Malik Bari, Abdul Karim So, Tcherno Suleiman Diallo, Abdul Qadir Diallo, Abdoulaye Bari, Tcherno Abdul Malik Balde, Alpha Mahmoud Diallo, Tcherno Abdul Matlabi Balde, Mamadou Talibé So, Boubacar Bari, Lamine So, Makissa Bangoura, Mamadou Chérif Bari, Tcherno Mamadou Diallo, Ousmane Diallo et Amadou Ba. Ça, ce sont les blessés. N'empêche, ce que j'ai dit ici, comme c'est enregistré, peut-être on peut communiquer ça au moins pour faciliter, pour qu'on connaisse les vrais noms. Maintenant, nous demandons également, Monsieur le Président, 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Ensuite, 1 million d'astreintes par jour de retard. 1 million d'astreintes par jour s'il y a une condamnation.
Bien. Nous vous prions aussi, c'est de droit, d'ordonner l'application des intérêts légaux moratoires. L'application des intérêts légaux moratoires. Et également, nous sollicitons l'exécution provisoire de la décision qui interviendra pour les intérêts civils en tout cas. Bien. Maintenant, toute ma plaidoirie, je vais citer les textes que j'ai utilisés, du statut de Rome jusqu'aux intérêts légaux, etc. Bien. C'est pourquoi toutes les demandes, tous les moyens de fait et de droit soulevés, présentés ici, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est sur la base du préambule, point 10, je parle du statut de Rome, les articles 1, 5, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 77 et 126 du statut de Rome, 17 juillet 1998, portant création de la Cour pénale internationale. Ça, c'est le statut. L'article 9 du Code civil de 1983. L'article 9 du Code civil de 1983.